À l'ordre, s'il vous plaît. Je pense que Mme Rinfret aimerait avoir un nouveau verre d'eau. Oui. Je souhaite maintenant la bienvenue à la protectrice du citoyen et à son équipe. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous ferai signe à 1 minute de la fin. Je vous invite donc à vous présenter et à débuter votre exposé. Merci, Madame la Présidente. Alors, Marie Rinfret, protectrice du citoyen, Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mesdames, Messieurs les députés, membres de la Commission des relations avec les citoyens, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté la demande du protecteur du citoyen d'être entendu sur le projet de loi numéro 9. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent. À ma droite, M. Claude Dussault, vice-protecteur au service aux citoyens et aux usagers, et à ma gauche, Mme Sophie Thomas, déléguée aux enquêtes au protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen est un ombudsman impartial et indépendant qui veille au respect des personnes dans leurs relations avec les services publics. Nous avons 4 mandats distincts. Je vous les présente brièvement. D'abord, nous agissons pour prévenir et corriger des situations de non-respect des droits, d'abus, de négligence, d'inaction ou d'erreur commises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. Nous intervenons également auprès du réseau de la santé et des services sociaux en deuxième recours après le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Nous agissons en premier recours à la suite d'un signalement par une tierce personne. À titre d'ombudsman correctionnel du Québec, nous recevons les plaintes des personnes incarcérées dans les 17 établissements de détention sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Et enfin, depuis mai 2017, nous traitons les divulgations d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et les plaintes en cas de représailles liées à ces divulgations. Nos services sont gratuits et nous agissons confidentiellement. Le protecteur du citoyen peut aussi, lorsqu'il le juge conforme à l'intérêt général, commenter les projets de loi présentés à l'Assemblée nationale et, lorsqu'il l'estime opportun, proposer des modifications. C'est dans ce contexte que nous nous présentons devant vous aujourd'hui. D'entrée de jeu, le protecteur du citoyen souscrit aux objectifs du projet de loi 9, qui consiste notamment à assurer une meilleure adéquation entre l'immigration économique et les besoins de main-d'œuvre du Québec. Le projet de loi devrait aussi permettre d'améliorer les délais de traitement des demandes et de régler le problème de l'inventaire des dossiers. À cet égard, déjà, dans son rapport annuel 2016-2017, le protecteur du citoyen sonnait l'alarme. Qu'adviendra-t-il, demandions-nous alors, des 10 000 demandes reçues en ligne à l'été 2016 via le nouveau portail Mon Projet Québec et, toujours non traitées au 31 mars 2017, ainsi que des 21 000 demandes reçues en format papier avant le 31 décembre 2015. Plus tard, soit en janvier 2018, le compte n'était guère plus encourageant, 24 000 dossiers en inventaire. Au 30 septembre de la même année, on en était à près de 20 000 dossiers. Au fil des ans, le ministère avait trop de demandes d'immigration, eu égard aux cibles fixées. Or, aujourd'hui, comme suite des choses et parallèlement à la mise en place d'un nouveau système basé sur la déclaration d'intérêt des candidats et des candidates, appelé ARIMA, le ministre fait face à une situation critique. Le traitement de 18 000 dossiers soumis il y a parfois plusieurs années n'a jamais été complété. On peut saluer la volonté du ministre de vouloir résoudre ce problème d'inventaire. Toutefois, face à des candidatures d'immigration qui sont avant tout des projets de vie, le ministre adopte une seule approche: la suppression des dossiers et un remboursement partiel des frais encourus par les candidats et candidates. Il s'agit, selon moi, d'une solution essentiellement administrative pour un problème humain. L'article 20 du projet de loi 9 précise en effet qu'il a mis fin à toute demande présentée au ministre dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés avant le 2 août 2018 si, à la date de la présentation du projet de loi, il n'a pas pris de décision de sélection, de refus ou de rejet concernant cette demande. L'article prévoit le remboursement sans intérêt des droits exigibles. Pour moi, nous sommes clairement dans une opération de contrôle des dommages. Or,
À défaut de faire mieux, le contrôle des dommages devrait consister à tenter, avec empathie et équité, de limiter des dégâts dont on est forcé de reconnaître la gravité. Nous sommes ici dans l'atténuation des inévitables conséquences négatives. Ceci m'amène à partager avec vous ce qui me préoccupe le plus. Quels seront, au regard de cet article 20, les impacts et les préjudices pour les quelques 45 000 personnes visées par les 18 000 dossiers dont l'étude n'aurait pas été complétée, mais plus particulièrement pour les quelques 6 000 personnes qui vivent au Québec et dont la demande n'a toujours pas fait l'objet d'une décision de sélection au ministère. En effet, si l'article du projet de loi 9 affectera l'ensemble des personnes et des familles qui projetaient de venir faire leur vie au Québec, il y aura un impact encore plus considérable pour les personnes qui y habitent, qui y ont intégré le marché du travail et qui participent activement à la société québécoise. Depuis la présentation du projet de loi 9, le protecteur du citoyen a reçu de nombreuses plaintes qui reflètent l'inquiétude de gens qui habitent au Québec et qui appréhendent les effets de la nouvelle législation sur eux et sur leurs familles. Pour bien illustrer leur réalité, j'aimerais vous donner 2 exemples de plaintes que nous avons reçues depuis la présentation du projet de loi. Un candidat arrivé au Québec il y a 3 ans a une offre d'emploi validée par un employeur dans un secteur d'activité où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Son permis de travail expire en octobre 2019. Il s'est plaint à nous parce qu'il craint de devoir quitter le Québec, n'ayant pas reçu de décision sur sa demande de certificat de sélection. Un autre détient un diplôme universitaire du Québec. Il a suivi des cours de français, mais il n'atteint pas encore le seuil minimal pour être admissible au programme de l'expérience québécoise. Son permis de travail expire lui aussi à l'automne prochain. S'il n'obtient pas son certificat de sélection, il devra quitter le Québec. Malgré que le ministère dirige les candidats déjà en sol québécois vers le programme d'expérience québécoise, ce programme n'offre pas une solution pour toutes et tous, et ce pour les raisons suivantes. Il exige notamment une connaissance du français oral de niveau intermédiaire avancé. Or, de nombreux candidats, dont un grand nombre sont des diplômés du Québec, n'atteignent pas encore ce niveau de maîtrise de la langue. Pour les travailleurs temporaires étrangers, le même programme exige d'avoir occupé un emploi à temps plein pendant 12 des 24 derniers mois. Quant aux travailleurs autonomes, ils en sont exclus. Ces candidats pourraient bien sûr se tourner vers le programme des travailleurs autonomes, mais les exigences financières de ce programme, en termes de dizaines de milliers de dollars, pourraient ne pas être à la portée de tous. En conséquence, je recommande que l'article 20 du projet de loi 9 soit modifié afin de prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas aux demandes faites par des personnes qui habitent au Québec et que le ministère donne priorité à ces demandes et les traite dans les plus brefs délais. Parlons maintenant des autres dossiers, soit les 14 300 demandes concernant un peu plus de 39 000 personnes qui projetaient de venir vivre au Québec. Nous faisons face ici à un problème causé notamment par l'écart entre les cibles ministérielles retenues au fil des ans et le nombre de demandes reçues. Concrètement, si les 14 300 demandes de personnes ne vivant pas au Québec devaient être étudiées selon un mode accéléré, nombre de gens se qualifiant aux fins du programme ne pourraient quand même pas y être admis, étant donné l'atteinte du seuil maximal du nombre de personnes acceptées annuellement. Il en résulte qu'advenant l'adoption du projet de loi 9, il serait, selon moi, plus équitable pour les candidats et les candidates toujours intéressés à immigrer au Québec d'être remboursés avec intérêt pour les frais de leur demande initiale. De plus, le remboursement proposé devrait comprendre les sommes déboursées par ces personnes à l'appui de leur demande pour passer les tests de compétences linguistiques. En conséquence, je recommande que le 2e alinéa de l'article 20 du projet de loi 9 soit modifié pour prévoir que le remboursement des droits exigibles payés par le demandeur porte intérêt selon le taux légal et que le coût des tests linguistiques reconnus par le ministère soit remboursé au demandeur dont le dossier est supprimé. Je considère... Pardon? Il vous reste 1 minute. Très bien. Je considère également comme allant de soi que tous les candidats et candidates à l'immigration dont le dossier serait supprimé reçoivent du ministère une lettre signée leur expliquant le contexte, soit la réception d'un trop grand nombre de demandes au regard des cibles ministérielles fixées,
Elle exprimerait aussi les regrets de l'administration de procéder à la suppression des dossiers. En pareil cas, les excuses sont bien peu de choses, mais elles peuvent témoigner que nous ne sommes pas indifférents ni insensibles comme terre d'accueil aux espoirs de ceux et celles qui s'adressent à nous. De plus, tenant compte des nombreuses démarches que des personnes ont eu à effectuer pour constituer leur dossier de candidature et des frais associés, il m'apparaît essentiel que le ministère retourne à chacun et chacune tout document en format papier qui a été produit à l'appui de leur demande. La même lettre les invitera à déposer, s'ils le souhaitent, une nouvelle demande par l'intermédiaire du système ARIMA. Des recommandations sont faites en conséquence. Pour conclure, j'ai pris note lors des remarques préliminaires de l'engagement selon lequel le nouveau système ARIMA devrait permettre de traiter dans un délai de 6 mois les candidatures des personnes invitées à déposer une demande de certificat de sélection du Québec. Soyez assurés que je suivrai attentivement l'atteinte de cette cible. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre exposé. Le ministre vous a offert certaines de ces minutes. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Madame Rinfret, Monsieur Dussault, Madame Thomas, bonjour. Merci de participer aux travaux de la Commission. C'est un plaisir de vous retrouver. D'entrée de jeu, je pense qu'on s'entend sur un point, à l'effet que le fait que le gouvernement du Québec actuel ait des dossiers en inventaire, c'est notamment dû au fait que préalablement, il n'y avait pas eu de gestion de la demande qui était en lien avec nos cibles d'admission. Donc, ça, je comprends que vous êtes en accord avec ça. C'est une question? Oui, c'est une question. Excusez-moi. Je pense que c'est un fait. On est confronté aujourd'hui à 18 000 dossiers qui concernent 45 000 personnes dans le dossier du programme régulier des travailleurs qualifiés. Puis, le protecteur du citoyen est conscient aussi que, dans le fond, cette accumulation de dossiers-là résultait du fait que la gestion de la demande n'était pas faite adéquatement avec les cibles d'accueil du Québec, bien, ça crée un inventaire. Ça, c'est sur l'inventaire québécois, mais parallèlement à ça aussi, sur les dossiers qui étaient traités, supposons pour diminuer l'inventaire québécois, en lien avec la gestion de la demande qui était incontrôlée, faisant en sorte que le gouvernement du Québec émettait certains CSQ, et à partir du moment où il y avait un CSQ, envoyait les dossiers CSQ à Ottawa, créant un autre inventaire. Donc, actuellement, à Ottawa, là, il y a 40 000 personnes, 40 000 travailleurs qualifiés qui ont un CSQ qui sont en attente aussi d'obtenir leur résidence permanente. Mais ça, c'est en lien aussi avec les dernières années. Il y a un inventaire aussi par rapport au fait que ça respectait pas les cibles d'accueil du Québec. Fait que la situation actuelle, quand moi je ne l'entends pas, c'est cette réalité-là. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Écoutez, Monsieur le ministre, pour être bien au fait de la situation québécoise, nous n'avons pas enquêté du côté du gouvernement fédéral. Ce n'est pas notre mandat. Je ne vous cacherai pas cependant que nous sommes extrêmement préoccupés par les 18 000 dossiers. Nous avons sonné l'alarme depuis 2016 à tout le moins. Notre rapport annuel d'activité en faisait état en 2016-2017. Au mois de novembre dernier, j'ai rappelé encore une fois cette situation en enjoignant le ministère à considérer toutes les alternatives nécessaires pour faire en sorte que, de fait, le système ARIMA puisse éventuellement être appliqué parce qu'il s'agit là, de fait, d'un système qui répond mieux aux dossiers en immigration. Les lacunes avaient déjà été identifiées par rapport à la gestion de la demande. Moi, c'est notamment pour ça que je souhaite utiliser le système ARIMA, parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que le taux de refus là, au programme régulier de travail qualifié, c'est d'environ 50 %. Lorsqu'on parle, supposons, d'un accueil respectueux ou du processus ou la démarche aussi, moi, je suis très sensible à cette réalité-là que les gens investissent plusieurs années, font des démarches. La moitié des dossiers sont rejetés parce qu'on dit « soumettez votre demande, payez le montant », puis on sait pertinemment qu'un candidat sur deux va être rejeté. Fait qu'ils perdent environ le 1 000 plus les tests de français, plus tout ça. Puis en plus, parmi ceux qu'on accueille,
Parmi les gens qu'on accueille, bien, ils ne répondent pas aux besoins du marché du travail bien souvent parce que la grille de sélection telle qu'elle était faite aussi, le processus de pointage fait en sorte que bien, souvent on accueillait des gens qui ne répondaient pas au marché du travail. Puis en plus, souvent on n'assurait pas la régionalisation non plus. Fait que ça fait en sorte que les taux de chômage, c'est les 5 premières années, sont plus du double de la population native. On se ramasse aussi avec un taux de surqualification de 59% des immigrants de moins de 5 ans. Ça veut dire ceux qui occupent un job pour lequel ils sont surqualifiés. Ça amène beaucoup de frustration. On voit les reportages à la télévision, à la radio, des gens qui, dans leur pays d'origine, ils exercent un métier, une formation. Ici, ils sont barrés au Québec. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça du tout. Je veux faire en sorte qu'ils puissent occuper un emploi dans leur domaine de compétences. L'autre élément aussi, c'est la reconnaissance des compétences avec les autres professionnels parfois lorsque c'est des professionnels, ou même la reconnaissance des acquis. L'autre fois, je donnais l'exemple d'une thanatologue à l'effet qu'une thanatologue française, pour pratiquer au Québec, ça prend un permis du ministère de la Santé. Mais pour donner le permis du ministère de la Santé, le ministère de la Santé demande une attestation d'un établissement collégial québécois. Mais là, il n'y a plus d'établissement collégial québécois qui émettent des attestations. Fait que là, la personne qui est thanatologue en France ne peut pas pratiquer au Québec à cause de raisons administratives. Ça, on veut changer ça aussi dans le projet de loi en lien avec la coordination qu'on veut conférer au ministère de l'Immigration. Donc, je suis sensible à cette réalité-là, mais je vous explique le contexte dans lequel on prend notre décision. Puis l'objectif, c'est vraiment que ça cesse cette façon-là de traiter les gens, puis de dire, bien, venez au Québec, mais vous allez venir ici, puis on ne sait pas ce qui va vous arriver. C'est un peu le contexte dans lequel on est présentement. Sur l'aspect des cas que vous avez eus, là, qui vous ont appelé au niveau du protecteur du citoyen, vous en citez deux. Notamment un qui... Le premier cas que vous citez, là, un candidat arrivé au Québec il y a 3 ans, une offre d'emploi validée par un employeur dans un secteur d'activité où il a une pénurie de main-d'œuvre. Son permis de travail expire en octobre 2019. Il s'est plaint à nous parce qu'il craint de devoir quitter le Québec. Le projet de loi ne change rien à sa situation, à cette personne-là, parce que dans le fond, lui, il pourrait appliquer dans le PEC s'il a une expérience de travail de 12 mois et il est sur un permis de travail fédéral. Mais le projet de loi, il ne change rien à ça. Et ce qu'on a dit là, dès le départ, là, c'est que pour les candidats qui ont appliqué sur le territoire québécois, il y a 3700 3700 demandeurs qui ont appliqué sur le territoire québécois. Pour ceux qui sont encore sur le territoire québécois, qui répondent aux besoins du marché du travail, moi, j'ai dit, on va les inviter prioritairement dans RIMA. Mais dans le cas du candidat numéro 1, théoriquement, il sera admissible au PEC, mais on ne connaît pas sa situation particulière. Pour le deuxième, lui, la problématique, c'est au niveau de la connaissance du français, parce qu'il est diplômé ici, mais il n'a pas encore atteint le seuil minimal du PEC. Mais on ne sait pas s'il est en emploi présentement. Alors, lui, on pourrait également le passer dans ARIMA aussi, pour faire en sorte que s'il est déjà sur le territoire québécois, il est en emploi, pour le permanentiser. Mais l'objectif du projet de loi aussi, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui sont au Québec en situation temporaire, on puisse les accompagner, on puisse leur donner des ressources pour éventuellement les amener vers la permanence. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce qu'on souhaite faire au niveau des temporaires, les amener vers la permanence, déployer des ressources pour eux. Voyez-vous ça d'un bon œil? Écoutez, pour répondre à votre question relativement aux deux cas de plainte que nous avons reçus, les deux personnes ne se qualifient pas au PEC en raison de leur niveau de français, qui est assez exigeant par rapport au programme, et là je me trompe toujours dans l'acronyme, là, le programme régulier des travailleurs qualifiés. Voilà. Alors, à cet égard-là, il y a des enjeux majeurs pour eux. Il y a une insécurité. Et ça, le précédent intervenant l'a manifesté également. Nous, on le sent chez les gens qui nous appellent. Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à leur situation. Ce sont des gens qui sont établis au Québec, qui vivent, en fait,
au Québec et, partant de là, ont des emplois, contribuent à la société québécoise et ne savent pas si leur certificat de sélection du Québec, de la façon dont ils l'ont demandé, au moment où ils l'ont demandé, pourrait leur être émis. En fait, ce qu'il est, c'est que leur dossier va être supprimé et on leur demanderait d'aller sur la plateforme Arima, où il y a déjà 90 000 personnes qui ont soumis leur candidature. Ils ne savent pas si les conditions qu'ils remplissaient au moment où ils ont déposé leur demande de certificat de sélection seront encore valides au moment de l'examen de la demande, parce qu'ils vont être invités. Hein. C'est pas juste de faire une déclaration d'intérêt, c'est d'attendre d'avoir l'invitation pour déposer, pour... Là-dessus, j'étais très clair. J'ai dit, pour les candidats au Québec, on souhaite les inviter prioritairement. Ça, dès le départ, dès le dépôt du projet de loi, je l'ai dit. Pour ce qui est aussi de leur statut, là, le projet de loi ne change rien à leur statut parce qu'on enlève le projet de loi 9. Là. Ces deux candidats-là, là, ils ont déposé leur demande dans le PRTQ. OK? Il n'y avait aucune garantie qu'elle allait être sélectionnée puis que leur dossier allait passer. Ça, là-dessus, vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y avait aucune garantie qu'un CSQ allait être délivré. C'est vrai. 50% de taux de refus. On s'entend là-dessus. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'avec Arima, pour les gens qui sont en emploi ici, qui sont sur le territoire québécois, on va les inviter prioritairement. Donc, là-dessus, et je les invite rapidement à déclarer leur intérêt et à faire en sorte qu'on puisse les inviter. Mais, juste pour mettre les choses claires, avec le PRTQ, il n'y avait aucune garantie. Et l'autre élément, c'était une situation où ils sont temporaires, le statut est temporaire. Notre objectif, éventuellement, c'est de s'assurer de la permanentisation de toutes ces personnes-là qui répondent aux besoins du marché du travail. Mais je pense qu'on se rejoint là-dessus. Mais là où il faudra faire attention, M. le ministre, et j'ai déjà passé le message il y a 2 ans, le diable est dans les détails. Et à cet égard-là, je vous présente ces dossiers, vous précisez votre pensée, c'est parfait. Maintenant, il n'en demeure pas moins que ces personnes-là auront avancé des sous. Et là, leur dossier va être supprimé. Ils ne seront pas basculés automatiquement dans Arima. Ils vont devoir éventuellement faire à nouveau des déboursés. Est-ce que les tests linguistiques qui avaient passé il y a 2 ans vont toujours être valides dans le système Arima? C'est des inquiétudes qui sont vécues au quotidien par les personnes qui, au moment où on se parle, sont en emploi au Québec, ils y vivent, ils y contribuent comme ça, au sein de la société québécoise. Leur permis de travail, qui dépend du certificat de sélection du Québec, on ne sait pas trop, en octobre 2019, est-ce qu'Arima va être en fonction? Est-ce que je vais avoir reçu mon certificat de sélection dans l'hypothèse, bien sûr, où il me sera délivré? C'est toutes des situations, Monsieur le ministre, qui, au-delà des dossiers, concernent des personnes qui vivent au Québec, qui ont fait le choix de contribuer à notre société et qui, malheureusement, tout à coup, se retrouvent dans le vide et n'ont pas leur juste parce que la situation est en mouvance, là. Ce qui fait que la proposition, la recommandation qu'on formule rejoint ce que vous me dites, en ce sens que les personnes qui vivent au Québec seraient traitées prioritairement dans Arima. Moi, ce que je vous propose, c'est que les personnes qui vivent au Québec soient traitées prioritairement dans le système actuel. Donc, qu'elles n'aient pas elles-mêmes à reprendre les démarches, à reformuler, à remplir à nouveau les formulaires, à attendre de la part du ministère une invitation. Le dossier, il est pour la plupart du temps complet. Ce n'est pas un nouveau dossier qui a été déposé il y a quelques semaines. C'est un dossier complet qui n'attend peut-être qu'un examen d'un fonctionnaire puis une décision. Alors que si on lui dit tout de go,
on supprime votre dossier, retournez dans RIMA, vous allez avoir une voie royale, mais il faut quand même reprendre toutes les démarches, mettre encore une fois la main dans ses poches, décaisser des sous, reprendre des tests de français. Bref, on ne facilite pas la vie à des gens qui déjà occupent des emplois dans des emplois où il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis qui contribuent à la société québécoise avec nous, en l'occurrence, dans le dossier qui nous a été soumis depuis 3 ans. Je comprends, je vous entends. Quelques points, par contre. Premier point. Dans le programme régulier de travail qualifié, et c'était là avant que j'arrive aussi, les tests de français après 2 ans, il fallait que les gens les refassent. C'était la norme administrative, on est en train de regarder ça, là, mais c'était la réalité. Puis à cause que les délais étaient pas mal plus que 2 ans, en moyenne 36 mois, ça veut dire que tous les candidats devaient repayer le test de français. Ça, c'est une réalité. J'en ai pris acte, puis on est en train de regarder ça. Premier élément. Alors, pour ce qui est de la question des coûts rattachés au test de français, je comprends votre argument, mais il y a des nuances à apporter là-dessus parce que, de toute façon, les tests de français auraient dû être renouvelés. Premier élément. Deuxième élément, le permis de travail fédéral, le renouvellement n'est pas conditionnel au CSQ. Le fédéral fait ses renouvellements, ça touche uniquement le fédéral, mais le CSQ, le fait que le CSQ soit émis, c'est pas ça qui rentre en ligne de compte. Donc, l'émission du CSQ fait pas en sorte que vous renouvelez le permis fédéral. Les deux, c'est pas lié, puis c'est pas conditionnel. Parce que quand vous dites celui-ci est habituellement conditionnel à la détention d'un certificat de sélection du Québec, c'est pas le cas, c'est pas exact. Fait que là-dessus, on s'entend pas. Sur le fait de dire ils sont en emploi, je comprends les gens qui vous ont interpellé, ceux-ci étaient en emploi. Ça ne veut pas dire que tous les candidats qui sont au Québec sont en emploi nécessairement. L'autre élément aussi, parmi les 3700 demandeurs principaux, les demandeurs qui ont fait leur demande au Québec, on ne sait pas combien il y en a encore au Québec. 2, on ne sait pas combien sont en emploi. 3, c'est pour ça qu'on instaure notamment dans le projet de loi 9 un suivi, une traçabilité, un parcours d'accompagnement personnalité, justement pour s'assurer de l'intégration des personnes immigrantes. Fait que c'est quelques nuances que je souhaite apporter, mais je vous entends bien, puis je suis très sensible à la réalité des personnes qui sont sur le territoire québécois, qui veulent demeurer sur le territoire québécois, et le choix du gouvernement, c'est de les inviter prioritairement dans RIMA. Et pour ce qui est de la déclaration d'intérêt, c'est gratuit. On rembourse les gens et on va inviter prioritairement ces personnes-là. Donc, à ce stade-ci, le gouvernement est dans cette position-ci, mais je suis sensible aux arguments que vous soulevez. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui veulent intervenir. Il n'y a personne qui s'est signifié. OK. Oui, peut-être. Vas-y. Je vous invite à prendre la parole. C'est bon? Je suis heureuse de faire votre rencontre, Mme Rinfret, Monsieur. Il y a un aspect aussi dans le projet de loi 9 que j'aimerais que vous abordiez parce que, bon, j'imagine que vous allez être d'accord avec moi qu'une intégration réussie, c'est un gain économique, mais surtout c'est un gain humain aussi pour la société québécoise. Et à cet égard, justement, le projet de loi 9 vise également le principe de l'intégration réussie. Il y a des services qui sont offerts actuellement. J'aimerais vous entendre sur la qualité de ces services-là. Et ma deuxième question, c'est comment pourrait-on les améliorer davantage justement pour régler certaines de ces problématiques? Écoutez, au moment où on se parle, les interventions que nous avons faites auprès du Midi portaient davantage, puis presque essentiellement, je vous dirais, au délai relatif à la délivrance du certificat de sélection du Québec. D'entrée de jeu, dans mon allocution, j'ai mentionné souscrire aux objectifs visés par le projet de loi
Et à cet égard-là, bien sûr, l'intégration, tout comme l'adéquation avec les besoins du marché du travail, ça en fait partie. Et ça, on le salue. On l'a demandé d'ailleurs déjà à plusieurs reprises. Et on considère que ça répond aux recommandations qu'on a pu déjà formuler au ministère de mieux planifier, de mieux organiser, de mieux orchestrer les demandes en immigration pour justement y avoir une adéquation. Il est important que vous sachiez que nous n'avons pas compétence sur les partenaires qui peuvent offrir des services aux personnes immigrantes. Donc, les gens qui, par exemple, offrent des cours de français, donc tout ce qui a attrait à la francisation, nous n'avons pas compétence, donc je ne peux me prononcer sur la qualité des services qui y sont offerts. Je comprends votre réserve. C'est juste que quand je regarde le candidat ça fait 3 ans qu'il est ici, il détient un diplôme universitaire et il a même suivi les cours de français, puis il ne se qualifie pas. Je me dis, est-ce que à quelque part, c'est une question d'offre qui n'est pas, disons, qui n'est pas arrimée, pour faire un jeu de mots, avec les besoins? Écoutez, c'est une hypothèse. Et j'aurais tendance effectivement à l'explorer. Maintenant, pour être admissible au programme sur l'expérience québécoise, l'exigence du français est élevée, là. On n'est pas dans le langage courant. Ce qui fait que, à cet égard-là, il y a des gens qui ne se qualifient pas, ne passent pas ces tests de français parce que ils occupent un emploi, ils ont une famille, ils n'ont pas le temps d'aller suivre les cours qui leur permettraient d'acquérir un niveau plus avancé du français, mais qui par ailleurs leur permet d'obtenir un certificat de sélection du Québec en vertu du programme sur les travailleurs réguliers des travailleurs qualifiés. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions du groupe formant le gouvernement? Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Juste un autre détail dans votre mémoire, vous dites d'informer les gens. On leur a envoyé 2 courriels dans leur dossier à l'effet du suivi qu'il fallait apporter à leur dossier. Donc, pour toutes les personnes, on les oriente vers le programme régulier, vers ARIMA ou vers le programme d'expérience québécoise. Donc, et je le dis et je le répète, pour les gens qui vont vouloir venir au Québec en lien avec les besoins du marché du travail, on va les inviter par ARIMA. Donc, toutes les personnes ont été contactées par courriel déjà pour connaître le suivi associé à leur dossier. Si vous me permettez, Monsieur le ministre, je le sais parce que les gens nous transmettent de fait les courriels qu'ils ont reçus. Je dois cependant vous signifier puis je vais le dire comme je le pense, le manque d'empathie reçu de la part des personnes qui reçoivent le courriel, qui est assez anonyme, qui ne leur permet pas de penser qu'ils peuvent être accompagnés dans cette transition. Vous savez, les gens qui font appel au protecteur du citoyen, c'est à terme leur ultime recours. Ils se sentent absolument démunis dans cette situation et bien qu'informés, ils n'ont pas l'impression d'avoir leur juste, ils ne savent plus trop vers où se retourner. Qu'est-ce que ça veut dire ARIMA? Ils ont déposé leur dossier, ils ont essayé de savoir où en était leur dossier. C'est pas trop évident. De sorte que... de secondes. Merci. De sorte qu'il y a peut-être là également un enjeu de communication de la part du ministère à l'égard des personnes qui seront visées, qui sont visées par la transition dont on parle aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Cela étant dit, l'information est disponible et elle est communiquée.
Donc, je comprends ce que vous nous dites, c'est faire preuve de davantage... Ben, en fait, le courriel, il m'apparaît clair, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il pourrait être plus clair. Merci. Je dois céder la parole à la députée de Saint-Henri, Sainte-Anne. J'entends, Madame la protectrice du citoyen, je vous salue, c'est de même que vos collègues. Et en tout respect pour le ministre, moi, ce que j'entends, c'est que les communications ne fonctionnent pas bien présentement. Et moi, à titre de député, je le sais parce que les gens nous en parlent constamment. Et ce n'est pas les 2 courriels qu'ils ont reçus qui fait l'affaire de toute façon parce qu'ils ont besoin d'avoir davantage d'informations, d'être mieux guidés. Et c'est toute la complexité, en fait, du système d'immigration, évidemment. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut traiter de manière cavalière. C'est un processus qui est long, qui est complexe. Et quand on commence à rentrer dans le détail, comme vous dites vous-même, entrer dans les détails, c'est là qu'on constate qu'il y a un travail de fond qui est à faire, qui doit être respectueux de la personne. Puis je pense que c'est ce que les gens expriment. Du moins, c'est ce que je lis dans votre rapport. J'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. Les inventaires, premièrement. 2011, il y avait environ près de 100 000 dossiers en inventaire et au fil des années, il y a eu une diminution de ces inventaires-là. Et j'aime pas utiliser le terme inventaire, mais c'est quand même c'est des inventaires de dossiers, même si on parle de personnes qui ont diminué au fil du temps. Donc, depuis 2011, vous vous êtes exprimé, j'imagine, sur la question et de dire qu'il fallait absolument qu'il y ait une réduction de ce nombre-là à terme. C'est ce que je comprends de ce que vous dites et de vos rapports précédents. Absolument. Et lorsqu'on était à 95 000, année en année, il y a eu des réductions. L'année dernière, il y a eu 20 000 dossiers de traités dans la réduction des inventaires. Donc, il y a eu une réduction significative qui s'est faite au cours des dernières années également. Vous le reconnaissez. Lorsque l'on parle des 18 000 dossiers, des personnes qui sont touchées par ça, j'entends le ministre qui nous dit que dans ARIMA, les personnes qui sont installées au Québec vont avoir une priorité. Cependant, ce que l'on sait de la part du sous-ministre adjoint, c'est que c'est 400 dossiers qu'ils ont l'intention de traiter dans ARIMA cette année. C'est le chiffre que nous avons. Est-ce que vous avez la même compréhension ou vous n'avez pas de visibilité là-dessus, autre que ce chiffre qui a été partagé la semaine dernière par le sous-ministre adjoint du ministère de l'Immigration? Écoutez, c'est le seul chiffre qu'on en a pris acte, nous aussi, au moment là, où on l'a entendu. De la même manière, il y a des chiffres également qui apparaissent sur les seuils, les cibles d'émission de certificats de sélection du Québec dans la décision de la Cour supérieure du Québec qui découle d'un affidavit, d'une déclaration assermentée là, du sous-ministre adjoint. D'accord. Dans le document que vous nous présentez, vous avez des recommandations et vous dites que l'article 20 du projet de loi 9 devrait être modifié pour prévoir le remboursement des droits exigibles, mais également le coût des tests linguistiques. Vous ne faites pas référence, par exemple, à d'autres coûts additionnels comme les services de traduction, comme la certification de documents. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne faites pas référence à ces autres coûts qui sont quand même associés à la demande? C'est que ces autres coûts, ils pourront, dans le fond, les documents pourront être utilisés dans le cadre d'une nouvelle demande, comme par exemple, si la personne veut déposer une nouvelle demande dans le système ARIMA, elle aura déjà les documents authentifiés. Cependant, les tests linguistiques, comme le ministre nous l'a dit tout à l'heure, eux, ils ont une date de péremption. C'est qu'après 2 ans, on est tenu de passer de nouveaux tests. Donc, une personne qui était sur le point d'obtenir son certificat de sélection du Québec et dont les tests linguistiques avaient été passés il y a 18 mois, par exemple, si elle doit se réinscrire, va falloir qu'elle passe de nouveaux tests, ce qui va engendrer des nouveaux coûts pour la personne, pour les mêmes tests. Ça, c'est à supposer aussi que la personne qui a fait cette demande puisse faire sa déclaration d'intérêt de toute façon dans ARIMA. Mais Bien si sûr. de toute façon.
Est-ce que, parce que ce qui nous a été présenté hier, c'est qu'il y a, au-delà de ces montants-là, puis de ce que vous suggérez, c'est qu'au-delà du 19 millions de remboursements pour supprimer l'ensemble des dossiers, il y aurait des coûts additionnels. Et hier, il y a des avocats qui sont venus nous parler d'un risque de poursuite également de la part des personnes qui sont touchées par ça, parce que justement, elles demanderaient à avoir compensation pour certains des frais si leur dossier n'est tout simplement pas traité. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? Peut-être que c'est trop juridique pour vous pour commenter, mais je vous soumets quand même la question. Écoutez, pour ma part, j'ai le souhait profond que les gens n'auraient pas à déposer de demandes auprès des tribunaux judiciaires. Ils peuvent toujours s'adresser aux protecteurs du citoyen s'ils ont le sentiment qu'un préjudice leur a été causé. Maintenant, dans le projet de loi, il y a, à l'article 20, il y a une clause, un alinéa qui prévoit l'absence de recours. Alors, il faudra voir, les gens ont à exercer les recours auxquels ils pensent qu'ils ont droit. En somme. Madame la protectrice, vous êtes habituée à recevoir des plaintes. Vous êtes habituée, c'est ça ça fait partie de votre rôle. Et on dit depuis la présentation du projet de loi, ça fait pas encore 3 semaines qu'il a été déposé. Le protecteur du citoyen a reçu de nombreuses plaintes. Est-ce que vous pouvez qualifier de nombreuses plaintes par rapport à ce que vous voyez d'habitude? Est-ce que c'est un nombre très important? Ça se compare à quoi en général dans ce que vous avez vécu par le passé? Vous avez pas mal d'expérience. C'est un nombre qui est très important. Par rapport au volume de plaintes auxquelles on est habitué d'avoir concernant le ministère. Pour l'espace de 2 semaines, là, on a reçu au-delà de 60 plaintes qui concernent le projet de loi 9 et la situation qui est soulevée par le projet de loi, en fait par l'article 20 essentiellement. Très bien. Juste pour clarifier les cas que vous avez mentionnés, je sais que le ministre n'était pas en accord, donc je vais juste clarifier une chose. Alors, un candidat arrivé au Québec il y a 3 ans et une offre d'emploi validée par un employeur, son permis de travail expire en octobre, il s'est plaint à nous parce qu'il craint de devoir quitter le Québec. En quoi est-ce que c'est directement lié à la décision de ne pas traiter le dossier? Je veux juste bien comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il se dit si j'avais eu le CLSQ maintenant, j'aurais pas ce problème-là? C'est simplement ça. Oui, parce que avec son CSQ, son permis de travail, en fait, ça simplifie. Le ministre a raison quand il vient préciser l'élément qui se retrouve dans mon allocution. Ce n'est pas conditionnel, mais ça vient simplifier l'obtention du permis de travail par le gouvernement fédéral. Alors, en somme, votre recommandation très forte étant de traiter les 18 000 dossiers, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue du système, parce que vous êtes habitué à voir les systèmes et les transitions, et vous savez que les transitions peuvent être difficiles. Donc, en somme, ce que vous dites, c'est traiter les 18 000 dossiers le plus rapidement possible pour qu'on puisse maintenant passer à ARIMA. En fait, c'est très... Ça se résume à ça, et c'est essentiellement le cœur de votre préoccupation aujourd'hui. C'est pas la nouvelle loi, c'est pas le système ARIMA lui-même, c'est vraiment cette transition qui est présentement mal gérée. C'est ça? Ce qu'on demande, c'est de clarifier effectivement la situation pour les 45 000 personnes visées par les 18 000 dossiers. Il y a dans les recommandations qui sont formulées devant vous aujourd'hui, il y a 2 voies de passage. Une première qui vise les personnes qui vivent au Québec. On demande que leur dossier soit traité en priorité et conséquemment qu'elles n'aient pas à reprendre l'ensemble de leurs démarches et des procédures dans le nouveau système ARIMA. Et quant aux 14 300 autres dossiers qui, pour leur part, visent approximativement 39 000 personnes, elles ne vivent pas encore au Québec. Ce qu'on demande, c'est effectivement que les droits exigés soient remboursés avec intérêt et également que les tests linguistiques qu'ils ont dû assumer et qui seront périmés s'ils déposent une nouvelle demande dans le système ARIMA, par exemple, leur soient remboursés. Parfait.
Je vais maintenant céder, je vous remercie de vos commentaires. J'aimerais céder la parole à un de mes collègues. D'abord, je vais commencer par le député de Jacques-Cartier. Madame la Présidente, nous avons combien de temps qui reste? Il vous reste 6 minutes. Parfait. Juste une question. Après votre échange avec le ministre, est-ce que vous pensez que le midi ou le ministre va présenter ses excuses envers les personnes qui ont reçu des 2 courriels? Ma recommandation s'applique à l'ensemble des personnes, donc aux 45 000 personnes visées par les 18 000 dossiers. Je pense que, comme société, on doit être en mesure d'exprimer aux gens envers qui on a créé des attentes, les personnes qui ont déposé une demande de certificat de sélection du Québec attendent du Midi, du gouvernement du Québec, que leur dossier soit étudié. Ils attendent une décision sur leur demande. Et conséquemment, aujourd'hui, on fait le constat qu'en raison de l'inventaire, en raison du volume de dossiers compte tenu des seuils d'immigration qui sont fixés, on ne pourra pas les traiter, de sorte qu'on souhaite passer immédiatement au nouveau système de gestion des demandes d'immigration appelé ARIMA, et on veut faire maison nette. Et par conséquent, on supprime les 18 000 demandes, les 18 000 dossiers. Je pense qu'au minimum, on doit leur écrire, leur expliquer cette situation, leur rembourser les droits exigibles qu'ils ont payés avec intérêt, leur rembourser les tests linguistiques qu'ils devront repasser à nouveau, puisque dans l'hypothèse où ils veulent appliquer sur le système ARIMA, bien leur expliquer le système ARIMA et les inviter à nous faire part de leurs demandes dans l'hypothèse où ils veulent toujours venir au Québec, bien sûr. Okay, mais est-ce que vous pensez que le ministère va présenter ses excuses ou est-ce que vous n'avez pas vraiment cette confiance présentement? Je pense que oui. Je pense que, comme c'est une recommandation que l'on formule, je pense que toute personne qui a fait un projet de vie de venir s'installer au Québec et dont on souhaite qu'elle réapplique dans notre système ARIMA, devrait effectivement recevoir des excuses de la part du ministère pour expliquer, malheureusement, on ne peut traiter votre dossier parce qu'on a raison X, trop de volume, trop de ceci. On a installé un nouveau système qui va mieux fonctionner, puis on vous demande de nous manifester votre intérêt et si on a besoin de vous, on va vous inviter à poser votre dossier qui sera à ce moment-là étudié. Merci. J'invite le député de Nelligan à prendre la parole. Il nous reste combien de temps, s'il vous plaît? 3 minutes. 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre rapport. À la lumière de la recommandation 4, quand j'essaie de la lire, j'ai comme l'impression que vous avez fait une lecture que le Midi n'était pas prêt à gérer une crise et que cette crise, malheureusement, de déchiqueter les 18 000 dossiers a des conséquences très graves. Des conséquences très graves à court terme, vu qu'il y a des gens qui sont déjà sur le territoire, mais aussi des vies humaines, des gens en attente d'une réponse. Pensez-vous que, en tant que votre rôle de blâmer le gouvernement et de blâmer le ministère par rapport à ce qui vient d'arriver, c'est uniquement des excuses qui vont atténuer un peu ce qu'on est en train de faire vivre à ces gens? Je vous remercie de votre question parce que ça me permet de préciser mon rôle et de venir préciser également que je ne suis pas ici pour blâmer personne. À titre de protectrice du citoyen, je vous fais part de mon expérience, de l'expertise que j'ai pu recueillir, que mon équipe a pu recueillir au fil des 50 ans de notre existence. Ça, c'est une chose. Maintenant, la recommandation 4
elle répond à un grand souhait d'empathie et également à obtenir pour les personnes qui veulent venir au Québec, d'avoir leur juste, de bien comprendre ce qui s'est passé le 9 ou le 7 février 2019, à savoir, on a fait un constat. On a trop de dossiers. On a mis en place un nouveau système qui va mieux fonctionner. Alors, on vous avise qu'on a dû supprimer votre dossier. On vous rembourse des frais payés. On vous rembourse pour les tests linguistiques que vous avez dû assumer. Et par ailleurs, on vous invite à manifester votre intérêt au sein du nouveau système ARIMA. Il vous reste une trentaine de secondes. Merci. C'est l'objectif visé. Cette solution-là, elle se veut une réponse à l'insécurité, à l'inquiétude des gens qui vont voir leur dossier supprimé. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre présentation. On sent toute la sensibilité que vous avez à l'égard du présent dossier. Donc, je trouve que c'est comme un cri du cœur, puis ça fait du bien de vous entendre. Je vais vous amener d'abord sur ce que vous avez dit dans votre présentation, mais ce qui est également mentionné à la page 3 de votre mémoire, sur le fait que votre rapport en 2016-2017 sonnait déjà, disons, l'alarme sur la question des demandes reçues en ligne. Selon vous, bien qu'on ne puisse pas revenir en arrière, mais qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire à l'époque pour corriger tout de suite le tir? Ça peut nous servir de leçon peut-être pour l'avenir. Je dirais que, et à ce titre-là, le système ARIMA est bien réfléchi. Au moment où l'inventaire a été causé par un volume de demandes d'immigration qui était beaucoup plus grand que les seuils, donc que notre, je vais dire, capacité d'accueil en fonction des cibles, des seuils, des quotas, peu importe comment on les appelle, d'immigration à recevoir dans tel programme ou dans tel autre. Et c'est ce qui fait que, année après année, à partir du moment où le seuil était atteint, on mettait en suspens le reste des dossiers qu'on avait reçus et on reprenait l'étude des dossiers l'année suivante quand on mettait à niveau, qu'on commençait dans le fond la délivrance des certificats de sélection du Québec, excusez-moi. Donc, à ce moment-là, le problème devrait être réglé par le nouveau système, comme vous le dites. Oui. Bon, tant mieux. Vous avez parlé évidemment des nombreuses plaintes que vous avez reçues concernant la décision d'annuler les 18 000 dossiers. Nous aussi, on a beaucoup d'appels dans nos bureaux de circonscription. Les attachés politiques me faisaient remarquer qu'on avait rarement vu ça là, pour un dossier qui a autant de gens qui nous interpellent. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce que même des gens qui viennent nous voir ou qui nous téléphonent, qui ne sont pas visés par l'annulation des dossiers. Puis c'est d'ailleurs ce que nous rapportaient certains organismes un peu plus tôt aujourd'hui également. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que vous recevez des appels, des plaintes des gens qui ne sont pas visés, mais qui, par l'incertitude causée ou par la mauvaise communication gouvernementale, pensent qu'ils vont perdre, par exemple, leur certificat de sélection du Québec? Écoutez, c'est notre rôle comme ombudsman lorsqu'on reçoit ce type d'appel. Et oui, bien sûr, on en reçoit. On réfère les personnes aux bons organismes, aux bons endroits pour qu'ils puissent obtenir l'aide qu'ils recherchent et le support qu'ils recherchent. Je vais vraiment vous informer qu'il vous reste une minute. Bien, une petite question pour terminer. Est-ce que vous donneriez comme recommandation au gouvernement qu'à l'avenir, il puisse réfléchir davantage ses communications gouvernementales en termes humains plutôt qu'en termes administratifs comme il a semblé le faire dans le projet de loi 9? Encore une fois, et je pense que ici, ça se pose avec encore plus d'acuité de planifier, de gérer la transition. Et moi, je dis planifier, gérer la transition en plaçant la personne
au cœur de la prestation de service. C'est ça qui va devenir primordial et c'est ça qui va permettre aux personnes d'être rassurées dans l'administration de l'application du projet de loi lorsqu'il sera adopté ou encore du système ARIMA ou des transferts ou de la bascule selon l'orientation et que vous aurez pris à titre de législateur en ce qui concerne le projet de loi 9. Merci. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Merci pour votre exposé très, très clair. Et justement, mettre la personne au cœur de la prestation de service, est-ce que vous qualifieriez les agissements du gouvernement du Midi de manque d'humanité par rapport au traitement de ces dossiers-là? Écoutez, je ne suis pas devant vous pour qualifier les agissements de qui que ce soit. Ce que je souhaite, on est en présence d'une situation que j'ai qualifiée de critique dans le cadre de mon allocution. On a la chance, moi j'ai la chance de vous partager les constats que j'ai faits à partir de l'expérience, à partir de notre expertise et je vous invite à titre de parlementaire, mais j'invite également l'administration publique à démontrer particulièrement dans ce dossier-ci, parce que on la sent, l'insécurité, on l'entend, les inquiétudes également, de faire preuve d'empathie, donc de placer vraiment ici les personnes au cœur de la prestation de service pour s'assurer que dans toute communication, comme dans toute décision, on se mette à leur place puis qu'on comprenne qu'ils vont comprendre ce qu'on veut dire, puis qu'on va les accompagner comme on veut le faire avec les objectifs prévus dans le projet de loi numéro 9. Vous avez pas parlé du critère de l'âge, qui joue quand même un rôle important dans le pointage de la grille de sélection. Et est-ce que vous pensez que cette question-là, l'âge de la personne devrait être, dans le traitement du dossier, devrait être l'âge considéré, ça devrait être l'âge au moment du dépôt de la demande? C'est pour cela, notamment, en ce qui concerne les personnes qui vivent au Québec déjà et qui sont en attente d'une décision sur leur demande de certificat de sélection du Québec, qu'on demande que leur demande soit traitée en fonction des conditions au moment où ils ont déposé leur demande, plutôt qu'effectivement, si on leur demande de refaire une nouvelle demande, ça fait beaucoup de mots demande, hein, mais si on exige qu'ils déposent leur nouvelle demande sur le système ARIMA, bien là, peut-être qu'ils ne se qualifieront plus, effectivement. Justement, le ministre invite les gens qui restent au Québec à déposer dans ARIMA. On sait qu'il y a 6 000 personnes et on sait en même temps qu'il va y avoir 400 permis et certificats de sélection du Québec émis à la fin de l'année. Est-ce que ça vous paraît juste, équitable comme traitement là, pour ces personnes-là? Qu'on voit des solutions-là? Écoutez, à cet égard-là, je ne suis pas ici, encore une fois, pour me prononcer sur les seuils, les cibles d'immigration. Il devra y avoir, quelle que soit la solution que vous reteniez, qui sera retenue, le traitement des demandes, de l'ensemble des demandes, devra être équitable et respectueuse des personnes en fonction de leur statut et du type de programme sur lequel ils appliquent. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre contribution aux travaux de la Commission. La Commission ajourne ses travaux. On se retrouve demain, jeudi 28 février, après les affaires courantes.